Alors aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui est à la fois super fascinant et vraiment complexe. Les personnalités qu'on appelle dangereuses. C'est un mot qui fait un peu peur, hein. On pense tout de suite aux faits divers, aux films. Mais pour les experts, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Allez, on plonge dedans. Voilà, c'est ça la question de départ. C'est quoi au juste? Un comportement? Une maladie? Le risque qu'une personne passe à l'acte? En fait, la réponse est loin, mais alors loin d'être évidente. Et c'est justement ça qu'on va essayer de démêler ensemble. Et là, on tombe tout de suite sur un os, et pas un petit. Le mot dangerosité en lui-même, eh bien, il n'a pas de définition claire et unique. Les sources nous disent que c'est un concept flou. Ça veut dire que même les psychiatres, même les juges, doivent naviguer un peu à vue. Et ça pose d'énormes problèmes. Parce que comment on peut évaluer quelque chose si on n'arrive même pas à le définir précisément? Bon, pour essayer d'y voir plus clair dans ce flou, on va commencer par regarder ce concept à travers deux prismes très différents, celui de la criminologie et celui de la psychiatrie. D'un côté, on a donc la vision purement criminologique. Là, la dangerosité, c'est un calcul de probabilité. Quel est le risque que la personne recommence? On regarde son passé, son environnement, le contexte social. Et de l'autre côté, il y a la vision psychiatrique. Elle se concentre vraiment sur l'individu, son état mental, son impulsivité, sa structure psychique. Les experts soulignent que cette vision-là est souvent vue comme plus imprévisible. Le problème, c'est que dans la réalité, ces deux approches s'entremêlent tout le temps, ce qui crée pas mal de confusion. Allez, pour rendre les choses un peu plus concrètes, on va explorer deux portraits. Deux profils qui sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre, mais qui illustrent parfaitement la complexité du sujet. On a d'un côté le calcul froid et de l'autre le chaos émotionnel. On commence avec le profil froid, le calculateur. Pour une personnalité de type machiavélique, la fin justifie absolument tout. Ce qui est le plus troublant, c'est cette espèce d'absence totale de conscience morale, mais qui est couplée à une maîtrise de soi presque parfaite. Ce n'est pas quelqu'un qui agit sur un coup de tête, non, c'est un stratège. Il observe, il analyse, il attend le bon moment. C'est un maître dans l'art de la manipulation, capable de séduire pour mieux arriver à ses fins. Et maintenant, on bascule à l'exact opposé du spectre. Avec le trouble de la personnalité borderline ou TPB, le moteur, ce n'est plus du tout le calcul. C'est une véritable tempête émotionnelle à l'intérieur. Le cœur du problème, c'est une difficulté immense à réguler ses propres émotions. Ce schéma, il est super intéressant parce qu'il montre bien un truc essentiel, on ne naît pas borderline. C'est le fruit d'une rencontre, d'une interaction très complexe. D'une part, il y a une vulnérabilité biologique de base, une sensibilité aux émotions qui est plus forte. Et d'autre part, cette sensibilité se heurte à un environnement dit invalidant, c'est-à-dire un entourage qui ne va pas reconnaître ou même qui va punir l'expression de ses émotions. Et ce cocktail, eh bien, il crée une détresse énorme. Et concrètement, ça donne quoi? Ça se traduit par une peur panique d'être abandonné, des humeurs qui peuvent faire les montagnes russes en l'espace de quelques heures, et une impulsivité qui peut être très destructrice pour la personne elle-même, des dépenses folles, des addictions ou des gestes d'automutilation. On voit bien que la nature du danger ici est complètement différente de celle du prédateur calculateur. C'est la conséquence d'une souffrance immense qui déborde. Ok, donc on a ces profils très différents, mais alors, comment les professionnels s'y prennent pour évaluer le risque concrètement? C'est une tâche incroyablement délicate. Là, il y a vraiment deux grandes écoles qui s'affrontent. D'un côté, on a le jugement clinique, un peu à l'ancienne. C'est basé sur l'expérience, l'intuition de l'expert. C'est du sur-mesure, mais c'est aussi très subjectif. Et de l'autre, on a les outils qu'on appelle actuariels. En gros, ce sont des checklists statistiques. On compare un individu à des milliers d'autres cas pour calculer une probabilité de risque. C'est plus objectif, c'est sûr, mais ça peut aussi complètement écraser l'histoire unique d'une personne. Au fond, cette citation résume tout le problème. Peu importe la méthode, aussi scientifique soit-elle, prédire le comportement humain, ce n'est pas comme prédire la météo. Il y aura toujours une part d'incertitude, ce fameux doute résiduel. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce doute? Alors pour essayer de sortir de ce duel entre l'intuition et la statistique pure, des outils comme le HR20 ont été créés. C'est une approche qu'on dit semi-structurée. C'est une sorte de feuille de route pour l'expert. L'idée, ce n'est pas de donner un score magique, mais plutôt d'aider à structurer la pensée en passant en revue toute une série de facteurs importants. Le HR20, il organise l'analyse en 3 temps. Le passé, le présent et futur. D'abord, on regarde les facteurs historiques, comme les antécédents de violence. Ensuite, on évalue le présent, les facteurs cliniques du moment. Et enfin, on se projette. Quels sont les projets de la personne? Quel sera son entourage à sa sortie? Bref, c'est une démarche qui essaye d'être la plus complète possible. Toute cette évaluation, évidemment, elle n'est pas juste théorique, elle a des conséquences très concrètes. Voyons un peu
comment la justice se débrouille avec ces situations hyper complexes. Et là, on touche à un point absolument crucial du système judiciaire. Si une personne souffre d'une maladie mentale, disons une schizophrénie, avec un gros délire au moment des faits, la justice peut considérer que son discernement était aboli. En gros, elle n'était pas responsable de ses actes. Par contre, pour un trouble de la personnalité, même un trouble très sévère, la justice considère en général que la personne reste responsable. Elle sait ce qu'elle fait, même si son comportement est, disons, très altéré. Et cette distinction, elle mène à deux chemins complètement différents. Pour la personne jugée irresponsable pénalement, la réponse est le soin, une hospitalisation, souvent sous contrainte. Pour la personne jugée responsable, la réponse, c'est la sanction, une peine de prison. Mais la question qui tue, c'est « et après la prison ?» Pour ceux qui sont toujours considérés comme très dangereux, il existe des mesures de sûreté. La rétention de sûreté, par exemple. Ça permet de maintenir une personne dans un centre spécialisé même après qu'elle ait purgé toute sa peine, si le risque de récidive est jugé extrêmement élevé. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Évaluer la dangerosité, c'est un exercice d'équilibriste, à la croisée des chemins entre la psychiatrie, le droit et l'éthique. C'est une science profondément humaine, et donc, par définition, imparfaite. Et au final, tout ça nous ramène à une question immense qui nous dépasse tous un peu. C'est un vrai défi de société. Comment on trouve le juste équilibre entre le besoin de protéger la collectivité et le droit de chacun à sa liberté? C'est une réflexion qui, au fond, nous concerne tous. Merci d'avoir suivi cette analyse.